1976, Paris. 11 personnes autour d'une table échangent des regards apeurés et méfiants, dans un climat de malaise et de tension particulièrement palpable. Une femme se lève alors et hurle. On m'a manipulé. Elle s'adresse à un homme. Lui est visiblement serein, malgré une expression qui traduit une certaine surprise, mélangée à un soupçon d'inquiétude. Tandis que dans un coin, un autre homme est assis. Et il gribouille sur son carnet l'ensemble des détails qui se sont passés ces dernières heures dans cette pièce. Au sein de cette ambiance chargée, ces hommes et femmes présents à ce moment-là dans l'hôtel de luxe intercontinental de Paris venaient de changer définitivement la face du monde des vins, et plus particulièrement celui que l'on pensait indétrônable, le monde des vins français. Alors les gars, accrochez-vous, on est parti. Bienvenue à tous dans l'histoire du jugement de Paris. Nomme-moi un joueur de foot. C'est pas du tout bizarre, hein, c'est un peu pour te mettre dans le contexte. Bon, c'est pas dur, je pense que tu m'as cité un de ces trois-là. Lui, logiquement, car il est français. Et surtout, si tu m'as cité un des deux autres, c'est tout simplement car ils sont incontestablement au-dessus de tout le monde. Et c'était pour moi la meilleure analogie pour te décrire un peu la domination française au niveau des vins pendant le 19 et 20e siècle. Absolument rien égalé un Bourgogne, un Bordeaux, et ça, où que ce soit sur le globe. Tu voulais une bonne bouteille? Un cru français, c'est tout, point à la ligne. Personne n'osait remettre en question cette supériorité et le marqueur social et culturel qu'incarnaient ces vins de l'Hexagone. Alors, il y avait d'autres pays producteurs, bien sûr, mais comme pour notre duo de footballeurs, personne ne mettrait les vins de notre pays à la même hauteur. Avec ses régions ensoleillées, ses terres parfaites et magnifiques, ou encore ses paysages vallonnés, tout ce mélange mettait une véritable vitesse à l'ensemble des terroirs du monde entier. Et tout ça, eh ben, c'est ce qu'on croyait. Rendez-vous de l'autre côté de l'Atlantique. Alors qu'on pensait qu'on n'y trouvait que des hippies et des geeks qui allaient fabriquer le futur iPhone sur lequel tu regardes sans doute cette vidéo, on ignorait que la Californie cachait un potentiel non négligeable pour la culture de la vigne, encochant un bon nombre de cases que l'on retrouvait dans pas mal de coins français. Déjà une région ensoleillée, avec une pluviométrie relativement modérée, un sol de bonne qualité et surtout des reliefs offrant des zones vallonnées, un combo pour la culture de la vigne presque parfait. Et certains avaient visiblement bien flairé le coup en produisant les premiers vins de la fameuse Napa Valley, profitant du climat et des terrains favorables, en parvenant à obtenir des résultats loin d'être dégueux. Et malheureusement pour eux, à cette époque, ces vins ne restaient que de simples curiosités que l'on dégustait à l'occasion, et même les locaux finalement préféraient boire soit de la vieille piquette, ou sinon des vins de Bordeaux plutôt que leurs propres vins locaux. Donc pour découvrir le potentiel de ces vins, il fallait quelqu'un de suffisamment curieux pour venir s'y intéresser. Et il n'en fallait pas plus pour provoquer la rencontre qui allait littéralement bouleverser l'entièreté du monde des vins français. À l'origine, cette femme, Patricia Gallagher, et elle combine à elle seule deux éléments déclencheurs. Déjà, après sa découverte et dégustation, elle a fortement apprécié les vins californiens. Et deuxièmement, elle est surtout marchande de vin, et elle est surtout associée avec un autre antagoniste de notre histoire, Steven Spurrier. Steven, comme tu peux le deviner, c'est un Britannique, passionné par les vins français, mais également très enthousiaste à l'idée de faire découvrir de nouveaux vins à ses clients, provenant de terroirs qui sortent de nos territoires, et notamment les vins du Nouveau Monde. Nos deux compères possédaient également à Paris les caves de la Madeleine. Alors j'essaie de chercher si ça existait encore actuellement. Tout ce que j'ai trouvé, c'est cet établissement. Il a l'air d'être plus ou moins ressemblant en fonction des descriptions qu'on en faisait. Donc voilà, je sais pas si ça existe encore, c'est tout ce que j'ai trouvé. Mais le problème évident, tu te doutes que personne ne mettra le prix dans une bouteille californienne quand il pourra acheter un vin de Bourgogne ou n'importe quel cru français. Et malgré les dégustations qu'il opérait avant l'achat, ce qui à l'époque était déjà assez innovant, les ventes de ces vins américains ne décollent toujours pas. Mais c'est alors que Steven a une idée, une brillante idée. À cette époque arrive tout doucement l'anniversaire du bicentenaire de l'indépendance américaine. Dans ce cas-là, assez symboliquement, pourquoi ne pas organiser un événement autour du vin, par exemple avec une confrontation qui opposerait les vins californiens aux vins français. Cela sonne comme un combat David contre Goliath avec une issue déjà scellée, mais ne pas oublier que cet événement a été concocté par un Anglais. 24 mai 1976. La date de l'événement est fixée et le plan est minutieusement préparé. Il s'agira donc d'une dégustation de vins blancs et rouges, français et californiens. Grossièrement, du côté français, on aura des Bordeaux et des Bourgognes, tandis que côté californien, on aura plutôt des vins situés autour de la Napa Valley. Bref, si tu veux un rapide résumé de la situation, ton équipe de poivrons de district s'apprête à aller taper le Grand Barça en plein Camp Nou, et en plus de ça, pour arbitrer, on aurait fait appel à Colina. Car oui, là on n'a pas demandé au comité des fêtes de Moissac de venir
faire la dégustation, on a vraiment pris le haut du panier. Les juges qui l'assureront, tous les Français. Ils seront au nombre de 11, avec parmi eux des têtes de grande renommée, comme par exemple Odette Kahn, éditrice de la revue des vins de France, Raymond Olivier, propriétaire du Grand Véfour, un des plus grands restaurants parisiens tout simplement, ou encore des types comme Pierre Bréjou, qui est tout simplement un des mecs qui distribue les AOP et les AOC aux vins français. Ils sont entourés de tout un tas d'autres pointures très reconnues dans le milieu, bref, c'est du très sérieux. L'humiliation paraissait tellement évidente que pour l'anecdote, Spurrier, notre fameux organisateur anglais, n'a même pas tenu au courant les producteurs qui allaient être représentés pendant cet événement. Et encore plus délirant, mais il avait convié quasiment l'ensemble de la presse française à venir couvrir l'événement, mais même elle n'a même pas fait le déplacement. L'ensemble des journalistes préférant sans doute se vautrer à Cannes afin de regarder le film Taxi Driver tout raflé, plutôt que d'aller voir cette pseudo-confrontation à sens unique où il n'y avait visiblement rien d'intéressant à tirer. Enfin, si, un journaliste a fait le déplacement, devenant un élément clé de l'histoire qu'il a presque intégralement mis en lumière à lui tout seul, vu que c'était un des seuls observateurs présents quoi. Cet homme, c'est George Taber, un journaliste américain qui à ce moment-là était rédacteur en chef au Time, et il gribouillera sur son carnet de notes tout ce qui se déroulera autour de cette table ce 24 mai 1976. C'est le jour J. Les juges français arrivent, se mettent en place et remarquent déjà quelques détails troublants. Premièrement, la dégustation va se faire à l'aveugle. Alors dit comme ça paraît un peu anodin, mais à cette époque, sache qu'on utilisait très peu cette manière-là de déguster. On avait la bouteille complètement à vue et on savait littéralement ce qu'on allait déguster. Château Léoville-Lascaz, 1953. Exact. Et comme tu t'en doutes, t'es biaisé complet quoi. Grâce à l'étiquette, tu sais déjà ce que tu bois, et dans notre confrontation, ça allait très largement influencer les voix. Les bouteilles sont donc soigneusement enveloppées dans des chaussettes pour que l'on voit ni l'étiquette, ni la forme de la bouteille. Elles aussi pouvant indiquer la provenance et la nature du vin. Deuxième détail, pas de commentaires ni de discussion entre les juges. Simplement une feuille où ils pourront écrire leurs commentaires et les notes de dégustation. Bon, ça tu le verras un peu après, mais ils sont légèrement passés au travers, vu que chacun y allait un peu de son petit commentaire. Cependant, certains discernent déjà quelque chose de louche. Ils commencent à se regarder bizarrement, mais trop tard. Ils sont assis autour de la table, place à la dégustation. Alors parenthèse, mais tant qu'à faire, manière d'épater la belle famille et beau papa au prochain repas, voilà plus ou moins les grandes étapes à respecter quand tu dégustes du vin. Premièrement, tu regardes la robe. C'est censé t'indiquer l'âge ou encore la teneur en alcool si t'as vraiment des connaissances poussées. Si t'aperçois que le vin est un peu cuivré, ça te donne un indice sur le fait qu'il est âgé. Puis on passe au nez. On sent d'abord le vin une première fois sans le toucher, ce qu'on appelle le premier nez, puis on va le sentir une deuxième fois, cette fois-ci en l'aérant, c'est qui va davantage révéler son parfum. De ton côté, même quand t'es au resto ou quoi, c'est un exercice assez intéressant à faire, essayer de repérer un peu les odeurs, ce que tu sens, et après pourquoi pas les vérifier sur internet si ton intuition et ton flair étaient bons. Et enfin, on va venir le goûter, histoire de capter la fraîcheur, les tanins, le parfum, tout ça avec le style de ton daron dans la salle de bain en train de se laver les dents à 5h du matin. Voilà, t'en fais ce que tu veux, mais même si tu connaissais rien en vin, c'est toujours une carte à jouer si tu veux un peu te la péter. Bref, ça les juges, ils savent le faire, ils goûtent les vins blancs un par un, quand c'est fini, ils attaquent les vins rouges. Et voilà ce qu'on peut entendre fuser autour de la table. Ce nez est admirable, riche et complexe. C'est un grand Bourgogne. C'est assurément un mouton Rothschild. Ah, voici un Bordeaux qui a de la classe. Et le problème de ces affirmations, c'est que sans exception, ils parlaient tous sans le savoir de vin californien. Et finalement, un seul d'entre eux ira à contresens de ses collègues en s'exclamant « Il n'a pas de nez, c'est un Californien ». Alors qu'il parlait d'un des vins les plus célèbres de Bourgogne. Est-ce que tu comprends ce qui se met à arriver petit à petit là? Dans tous les cas, les fiches des juges sont rendues, place au résultat. Vainqueur chez les vins blancs, Château Montelena. En Californie, vainqueur chez les vins rouges, Stag's Leap Wine Cellar de Californie. Le malaise est plus que palpable dans la salle. On passe rapidement du rire nerveux à l'indignation, voire à la colère. Odette Kahn, qui je le rappelle est une pointure du milieu, tente à tout prix de récupérer sa fiche, estimant qu'on l'a complètement manipulée. Trop confiants et sûrs d'eux, les juges étaient persuadés d'évaluer des vins californiens alors qu'il s'agissait de vins français et vice-versa. Ils ont donc rédigé leurs commentaires et leurs notes en conséquence, et résultat, que ce soit pour les vins rouges ou pour les vins blancs, c'est à chaque fois un vin californien qui finit devant. Et pour définitivement sceller le sort, n'oubliez pas qui c'est qui se cachait au coin de la pièce. Notre journaliste George Taber, qui était alors en train de rédiger un article de 4 paragraphes, qui sera publié quelques jours plus tard dans le Times, considéré par certains comme le plus grand reportage écrit de l'histoire du vin. Face à cet événement, le titre lui vint tout naturellement, le jugement de Paris.
Pendant que l'article de Taber fait le tour des USA, narré comme le triomphe de l'outsider californien face au mastodonte français, chez nous, on reste un peu discret. Plutôt pas vraiment. Il y a quand même un mystère, une zone d'ombre à élucider. Nos 11 juges français seraient-ils tombés dans un piège minutieusement orchestré visant à la décrédibiliser et surtout à faire tomber la supériorité des vins français? Et si on en est venu là, c'est qu'il y a plusieurs indices, plusieurs soupçons plus ou moins convaincants. Le premier d'entre eux, c'est qu'il n'y avait tout simplement qu'un seul témoin présent. On le présente plus, c'était le journaliste Georges Taber, qui ne rencontrera du coup pas vraiment d'opposition à son récit, que ce soit pour son article de journal ou pour son livre qui narre également cet événement. Encore une fois, sans version contradictoire pour évaluer la fiabilité. Le deuxième soupçon se pose sur les notations. Sur le papier, c'est les vins californiens qui ont gagné, on est d'accord. Cependant, quand on regarde le classement, non seulement les vins français sont juste derrière eux, mais surtout, l'écart entre le premier et le deuxième est tout simplement infime. Autre détail troublant, mais ce classement change totalement en fonction des méthodes de calcul utilisées. Avec la moyenne, ce qui a été utilisé pour dresser ce tableau, ce sont donc les Californiens qui l'emportent. Mais on obtient un résultat différent avec par exemple la moyenne tronquée. En gros, on ne prend pas en compte les résultats et les notes qui sont trop aux extrémités, on ne fait la moyenne qu'avec les résultats proches entre eux, quoi. Bon, désolé, je suis pas comme Big Math, je te laisse ici la définition et si tu comprends pas, démerde-toi. Et dans ce cas-là, avec la moyenne tronquée, eh bien ce sont les vins français qui l'emportent. Tu peux dire que comme ça, c'est un peu tiré par les cheveux, mais de grands noms du vin français réfutent cette méthode de la moyenne. Surtout dans ce cas-là, en disant que c'était même l'une des méthodes les moins adaptées. Et certains experts comme Paolo Brasso, qui n'est nul d'autre que le meilleur sommelier de l'année 2010, expliquent que l'épreuve était sans intérêt, vu que de toute façon, les Bordeaux se révèlent au bout de 10 ans, et qu'on les a fait concourir avec des vins qui avaient des goûts très rapidement, avec des parfums qui se révélaient très tôt. Et pour terminer, on n'y est pas vraiment revenu dessus, mais il faut parler d'organisateur. Steven Spurrier, déjà, c'est un Anglais. Bon, et surtout, c'est un propriétaire de commerce de vin proposant des références exotiques, donc californiennes, ce qui encore une fois était assez précurseur pour l'époque. Et on le sent dans tout ce qu'il fait, que ce soit de proposer des références étrangères dans son commerce, le fait de faire déguster ses clients avant l'achat, ou tout simplement l'organisation de ce concours avec une dégustation à l'aveugle. Comment ne pas se méfier d'une stratégie avec un narratif bien tissé, où ces références méconnues de l'autre bout de l'océan pouvaient concurrencer et tenir tête aux grands noms français. Non seulement il aurait surpris les juges, car lui il connaissait le potentiel de ses vins, mais surtout, c'est lui qui s'est occupé de la sélection. Et il s'est visiblement assuré de choisir des vins qui ressemblaient aux vins qu'il avait sélectionnés côté français. Ce qui rend davantage facile le fait de semer le trouble chez les juges. Le clou final étant cette fameuse dégustation à l'aveugle, à l'époque peu conventionnelle. Toute cette mise en scène, cette sélection prestigieuse des juges, des vins, un organisateur qui prend plaisir à manger des haricots sur du pain, ça fait quand même pas mal de petits détails parsemés, mais qui, mis bout à bout, peuvent quand même être enclins à semer le doute. Avons-nous eu affaire à un véritable coup bas de marchand anglais afin d'écouler sa canne d'Amérique, ou tout simplement, si ce n'était pas une histoire de couilles? Je sais pas vous, mais personnellement, je trouve cette histoire fascinante. D'autant plus qu'on ne trouve pas beaucoup de grosses documentations sur le sujet. Il faut vraiment les creuser et que c'est un récit fortement méconnu ici en France. Après, tu me diras, c'est un peu logique. Non, parce que de l'autre côté, t'en fais pas que tout le monde le sait. Ça a permis à tout un tas de producteurs à travers le monde de continuer de rêver et se dire qu'avec rigueur, travail et passion, il y avait de quoi se faire une place au milieu des grands crus français qui jouissaient jusque-là d'un sentiment de puissance et de domination totale. Alors du coup, coup du sort ou coup monté? Il est temps de vous dire, après toutes mes recherches, ce que je pense de tout ce bourbier. Je vais attaquer directement avec l'intervention de Paolo Brasso, qui prétendait que les Bordeaux se révélaient au bout de 10 années. Alors, malheureusement, on n'en parlera pas ici, sinon t'es bon pour remettre une pièce dans la machine et m'écouter pour 1 heure de plus de vidéos, mais l'expérience a été réalisée une nouvelle fois 10 ans après, histoire de voir comment les vins vieillissaient justement. Et bon, voilà qui a gagné. Oh là 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 là, il est ridicule! Non, il est ridicule! Il est pas sorti de sa sieste! Pour moi, c'est l'orgueil des juges qui a clairement fait basculer l'histoire, qui aurait très largement pu se terminer par une victoire des Français. Je le rappelle, mais l'écart entre le premier et le second était infime, quoi. Mais malheureusement, ils ont davantage cherché à venir déterrer les vins californiens pour ensuite les saquer, et au contraire à repérer les vins français pour les encenser. Ça s'est vu dans les commentaires qu'ils ont balancés. Voilà ce qui explique les résultats finaux. Une histoire de taille de burne, un concours de barreaux avec la certitude que la paire velue de la France allait venir s'écraser sur le nez de la Napa Valley. Ils se sont eux-mêmes biaisés et eux-mêmes baisés du coup. Mais de notre côté, comment ne pas soupçonner un coup monté de notre marchand anglais? En plus de tout ce qu'on a énuméré, personnellement ce qui me trotte,
suivante, c'est pourquoi tant de moyens mis en place s'ils s'attendaient réellement à une déculottée de la part des Français. Je le rappelle, 11 juges français renommés, la dégustation s'est faite dans un hôtel prestigieux de luxe en plein Paris, la presse entière était conviée, enfin bon, ça a dû coûter un sacré paquet de pognon tout ça, non? On ajoute à ça son travail de sélection et la méthode de dégustation qui à l'époque se faisait très peu, surtout quand on connaît les retombées colossales sur les vins californiens, notamment à l'export. Je pense que de son côté, il a dû se frotter les mains en sachant que les gens, et notamment les Parisiens, allaient commencer à s'intéresser aux vins californiens. De votre côté, à mon avis, vous avez pas mal d'éléments pour en juger. Et très sérieusement, j'attends de lire vos théories dans les commentaires. Si jamais tu veux creuser, alors tu as le fameux livre de Taber justement, le journaliste qui était présent. Tu as le film Bottle Shock qui est bof tier honnêtement et qui retrace plus ou moins fidèlement les événements. Là où j'ai trouvé vraiment des choses intéressantes, c'est dans cette vidéo YouTube qui pousse pas mal l'analyse et bien sûr dans le podcast de mon pote Johan. C'est littéralement là-bas que j'ai découvert l'histoire. Allez écouter son fameux podcast sur le sujet, vous en saurez davantage, notamment sur tout ce qui s'est passé après. Pour la rentrée perso, je suis bouillant, je vais bombarder, j'ai déjà commencé à mettre pas mal de vidéos en chantier et je vais reprendre des trucs que j'avais pas mal laissé de côté. Ici tu le sais, pas de network, pas d'équipe de production et encore moins des types qui viennent m'écrire les scripts. Non, juste la passion, le manche, bon, et un peu d'aide pour le montage aussi quand même. Et si tu veux m'aider poulet, je te mets en avant mon Patreon. Tu me soutiens ou pas, dans tous les cas je t'en voudrais pas. Sache que là-bas, vu que je suis pas un mendiant, tu auras non seulement du contenu carrément exclusif, avec des sujets que je pourrais ni mettre sur YouTube, ni nulle part ailleurs d'ailleurs. Franchement, tu le fais si tu veux, si tu peux, et vu que je récompense toujours ceux qui se bougent, tu auras une belle surprise si tu rejoins les effectifs Patreon dans la semaine. Mais si tu fais partie des types qui viendront me filer un coup de main, ça va vraiment me foutre un bon coup de pied au cul quoi. En gros, ça va me motiver et me donner plus de moyens pour faire ces vidéos. Je sais pas si je dois le dire, mais bon, n'oublie pas de boire avec modération, c'est important. Lave-toi bien les dents, et ben moi je vous dis, à chat les amis. Bye.